La première. 18h15, 19h le samedi. Le fantôme de la radio. Eric Lose. Bonsoir, c'est bien le fantôme de la radio qui vous parle. Cela fait des lustres que je fréquente ces lieux chargés de son et de lumière. Cette grande maison, comme on l'appelle encore quelquefois, je la connais comme ma poche. Invisible de jour comme de nuit, j'ai baladé ma frêle silhouette un peu partout, entre ces murs, sans jamais me faire remarquer. Bien tapi dans l'ombre des studios, j'ai assisté incognito à des milliers d'émissions, tant en radio qu'en télévision. Je vous demanderai donc de rester discret à propos de ma présence ici, car, à part vous, chers auditeurs, personne ne sait qu'un fantôme hante ces lieux et observe tout ce qui s'y passe. À présent, il est temps pour moi de vous transmettre tout ce que j'ai vu et entendu pendant ces nombreuses années, en vous racontant chaque semaine un récit inspiré de mes souvenirs. Alors, si vous avez encore un doute quant à mon existence, je vous conseille de rester bien à l'écoute. Seul un esprit qui a traversé les âges peut vous raconter des histoires comme celles que vous allez entendre ce soir. Il nous a fait craindre le pire. Accidents d'avion, centrales nucléaires à l'arrêt, réseaux ferroviaires bloqués, hôpitaux sans électricité, réseaux GSM paralysés, comptes bancaires inaccessibles, et j'en passe. Ce « il », c'est le passage à l'an 2000. Le changement de millénaire aurait pu donner naissance à ce scénario catastrophe et bouleverser la planète entière. En cause, une obsolescence inscrite dans les processeurs des ordinateurs, un défaut enfoui au cœur de leur mémoire vive, une anomalie dénommée bug ou bog de l'an 2000. À l'aube de l'an 2000, l'électronique est déjà partout. Les ordinateurs jouent un rôle majeur dans la plupart des activités sur Terre. Et si, à cause de ce fameux bug, ces formidables outils viennent à tomber en panne tous en même temps, le 1er janvier 2000 à minuit et 1 seconde, on imagine le désastre. Cette éventualité est prise très au sérieux dans la deuxième moitié des années 90. Il faut absolument tout mettre en œuvre pour éviter le cataclysme. Au fur et à mesure que la menace approche, la radio et la télévision s'emparent du sujet et le déclinent sous toutes ses formes. Les émissions, les reportages, les débats se succèdent sur les antennes. Parviendra-t-on à franchir le cap de l'an 2000 sans encombre et sans dégâts? Le 3e millénaire s'ouvrira-t-il sur un chaos indescriptible? Il se trouve peu de monde pour répondre avec certitude à ces interrogations publiquement. Et l'angoisse monte, petit à petit, au sein de la population, mais aussi auprès de ceux qui ont des responsabilités dans ce pays, les chefs d'entreprise, les dirigeants de services publics, les ministres, et j'en passe. Aujourd'hui, 21 ans plus tard, nul besoin d'entretenir le suspense, la fin de cette histoire est connue, l'effondrement tant redouté ne s'est jamais produit. Alors, beaucoup de bruit pour rien? Oui et non. Si le bug n'a pas eu lieu, ce n'est pas un hasard, ni un coup de chance. C'est le fruit d'un travail colossal et très coûteux, entrepris parfois plusieurs années avant la date fatidique. À l'aide des archives de la RTBF, revivons ensemble la médiatisation du bug de l'an 2000, tant en radio qu'en télévision, et... mais zut alors, mais enfin, je crois qu'il y a un bug. Désolé. L'ordinateur, cela sert à faire des calculs et à rien d'autre. C'est une machine utilisée pour que le cerveau des hommes n'ait pas trop à travailler. Une machine avec carte perforée, un outil qui facilite la production, une machine qui permet d'établir des pronostics en comptabilité et en gestion d'affaires. En 1967, on estimait à plus de 35 000 le nombre d'ordinateurs installés dans tous les domaines. Les entreprises industrielles et commerciales en utilisent un grand nombre, bien sûr, mais vous constaterez que l'ordinateur est également devenu un outil indispensable
dans des domaines tels que le règlement des feux de signalisation, le contrôle du trafic aérien ou le lancement de satellites. Nous le retrouvons en médecine, où il commence à rendre des services extraordinaires. Il fait son apparition dans l'enseignement, et demain peut-être, votre enfant aura-t-il un ordinateur comme professeur. Leur présence dans le monde actuel prend chaque jour une importance accrue. L'ordinateur est devenu l'outil à la mesure de notre monde moderne. L'extrait du reportage que vous venez d'entendre nous ramène plus de 50 ans en arrière. Il n'était pas question à l'époque d'imaginer que ces merveilleuses machines seraient au cœur d'un tel remue-ménage lors du passage à l'an 2000. Et pourtant, c'est lors de la conception des ordinateurs, lorsqu'ils ont été imaginés, que le bug a vu le jour. Écoutez bien ces explications de Tom Goldschmidt dans le journal Parler. Nous sommes en mars 1998. Le bug, le problème de l'an 2000 n'est pas une marotte de savants fous. Et fous, beaucoup d'ordinateurs et de services informatiques risquent de le devenir pendant le réveillon de l'an 2000. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir quelques années en arrière. À l'époque, les ressources de l'intelligence informatique étaient beaucoup plus rares et plus chères que maintenant. Pour les épargner, on a pris alors l'habitude de rentrer les dates sous forme de 2 chiffres seulement. 86 au lieu de 1986 par exemple. On réalisait une économie à court terme et pour le long terme on verrait bien. Or aujourd'hui, beaucoup d'ordinateurs et de programmes fonctionnent toujours sur cette base. Oui, mais dans tous les programmes, dans toutes les machines où les dates sont écrites en 2 chiffres, par exemple 9 et 8, 98 pour 1998, eh bien le 1er janvier 2000, la date deviendra 00. Et comme 00 c'est moins que 99, l'ordinateur va tirer des conclusions absurdes. Pour lui, nous serons en l'an 0. Si votre date de naissance est 1945, donc pour lui 45, l'ordinateur en conclura que vous ne naîtrez que dans 45 ans et qu'actuellement vous n'existez pas. Bonjour les désastres dans les pensions, les cotisations d'assurance, mille et une formes de calculs sociaux et économiques. Beaucoup d'entreprises et d'administrations se trouvent dès lors devant un casse-tête. Comment terminer le millénaire sans catastrophe? Et d'autres firmes gagnent des fortunes en vendant aux premières des solutions, des modifications de système qui permettront de passer le cap 2000 sereinement. On parle de frais au total pour plusieurs centaines de milliards de dollars. Cela laisse quand même un peu rêveur. Voici quelques années, alors qu'on était déjà bien dans l'ère de l'électronique, des gens qui se situaient à la pointe des connaissances en la matière ont pu, quasi unanimement, se tromper à un point qui nous menace aujourd'hui d'un véritable cataclysme. Et si à l'époque vous leur aviez dit « Casse-cou, attention, danger, vous devez faire autrement », ils vous auraient très certainement, comme on dit, envoyé au plot. Les impératifs économiques du moment primaient totalement sur le fait de se garantir contre des dangers futurs. C'est un employé canadien d'IBM, Peter De Jager, qui est un des premiers à tirer la sonnette d'alarme, dans les années 80 déjà, mais sans trouver autour de lui beaucoup d'oreilles attentives. En 1993, De Jager écrit un article destiné au grand public, Doomsday 2000, le jour fatidique en 2000. Il y décrit les effets dévastateurs que provoquera le bug dans le monde entier lors du passage à l'an 2000. Nous ne savons pas à l'avance ce qui tombera en panne, donc il vaut mieux tout réparer maintenant, affirme Peter De Jager au New York Times. Cet article et quelques autres écrits dans la foulée déclenchent une véritable prise de conscience. La planète entière se met alors au travail pour corriger le bug. Mais la tâche s'annonce colossale car les ordinateurs et les processeurs sont présents partout, dans tous les secteurs d'activité, dans les entreprises et les foyers. Et en Belgique, où en est-on ? Les archives de la RTBF vont nous permettre de le savoir, car la radio et la télévision de service public traitent régulièrement le sujet à partir du printemps 1998. Un des premiers à convoquer le bug de l'an 2000, c'est Eddy Kakelbergs dans son débat quotidien Face à l'info. Il y est question notamment du coût généré en Belgique par cette gigantesque opération. Au micro, un consultant en informatique et un représentant du secteur bancaire. Le montant à dépenser en Belgique, pas par année, mais en total pour résoudre le problème, est de 238 milliards de francs belges. Soit environ 6 milliards d'euros. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu pour les sociétés qui font un chiffre d'affaires de plus de 125 millions par an. C'est ça, donc toutes les sociétés jusqu'à ce niveau-là qui sont pris
dans la cible. Le chiffre à dépenser pour la Belgique représente 66% du montant annuel dépensé en informatique. Revenons-en peut-être à l'impact potentiel sur les entreprises et les secteurs. Alors, quelles sont les conséquences possibles pour celles de ces entreprises ou pour ceux de ces secteurs qui n'auront pas atteint l'objectif ? Écoutez, c'est toujours difficile de prévoir les scénarios catastrophes. Vous avez lu ou entendu comme nous les différents reportages ou les différentes publications à ce sujet. Je crois que le risque essentiel, c'est que certaines entreprises ne puissent plus fonctionner. Ne puissent plus fonctionner, par exemple, dans leur système de facturation. Or, il faut se souvenir qu'une entreprise vit par son système de facturation. Si vous n'avez pas de rentrée, vous avez difficile à couvrir votre survie. Alors, imaginez qu'une petite entreprise ait ce problème, elle peut encore compenser cela via une facturation manuelle, mais quand vous prenez une grande entreprise qui doit sortir plusieurs milliers de factures par mois, ce danger est grand, et si elle doit se retrouver dans cette situation, eh bien effectivement, nous aurons probablement quelques difficultés. On arrive à voir que 19% des sociétés dans la cible ne seront pas prêtes pour le 1er janvier 2000. En plus, ces 19% représentent 38% du produit brut national, ce qui est assez conséquent. Pour préciser, il reste 618 jours. 618 jours calendrier, c'est-à-dire moins de 400 jours ouvrables. Tout qui connaît l'importance d'un grand projet informatique se rend compte que c'est vraiment très court. Le problème de l'an 2000 n'est pas un problème compliqué en soi. Donc, tout qui sait lire une ligne COBOL parvient à repérer dans les programmes, et il y a maintenant des espèces d'usines qui sont mises à disposition par les grands fournisseurs de services. Donc, ce n'est pas un problème compliqué. Ce qui se passe, c'est que l'effort principal se trouve du côté des tests, parce que vous êtes obligé de vérifier l'ensemble des fonctionnements de vos applicatifs. Dans notre cas, les tests représentent plus de la moitié de l'effort. C'est quand même très conséquent. Pour vaincre le bug, il faut de la main-d'œuvre qualifiée. Les entreprises recrutent des informaticiens à tour de bras. Or, en avril 1998, la pénurie s'annonce. Le changement de date du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000 va anéantir le système informatique de nombreuses entreprises. Or, il n'y a pas suffisamment d'informaticiens sur le marché. La région wallonne le Fort-Aimé, l'entreprise IBM vient donc de s'associer pour remédier à cette situation. Sonia Boulanger a interrogé Stéphane Wojcik, qui est responsable du secteur formation et éducation chez IBM. Donc, quelle que soit la formation scolaire qu'on a eue, quelle que soit l'orientation, du moment qu'on a un certain intérêt et une certaine tournure d'esprit qui permet de s'adapter à l'informatique, il n'y a aucun problème pour être candidat. Chez IBM, qui n'est pas une œuvre philanthropique, on se dit intéressé par ce partenariat. C'est en fait une réponse aux demandes des entreprises clientes, en majorité des PME. Mais 4 à 6 semaines pour former des analystes programmateurs, opérateurs ou administrateurs de réseau, est-ce bien suffisant? Stéphane Wojcik du service éducation et formation chez IBM. L'expérience que nous avons à l'heure actuelle nous permet de dire que pour être opérationnel assez rapidement, et parce que nous sommes pressés par le temps, il ne reste plus beaucoup de temps pour arriver à l'an 2000, une formation de 4 à 6 semaines est suffisante. Maintenant, bien sûr, il faudra encore faire des stages après, et il va y avoir l'intégration de la personne dans l'entreprise. Quelques mois plus tard, en novembre 1998, le problème demeure, surtout dans les petites et moyennes entreprises. Le journaliste Pierre Istas lance l'alerte au journal télévisé. Le monde informatisé vit sous une menace constante, le bug de l'an 2000. Tous les ordinateurs vont-ils pédaler dans la choucroute parce que de 99, ils passeront en 00 et non en 2000? La question est cruciale et bien connue, mais à 14 mois du jour fatal, l'INSEA, l'association des informaticiens, lance un sérieux cri d'alarme. On peut dire que plus de 50% des PME en Belgique ne sont même pas conscientes de l'impact que la problématique 2000, par exemple, peut avoir sur leur organisation. Michel Duvivier, INSEA. Quand vous dites qu'elles ne sont pas conscientes, ça veut dire qu'elles ne prennent aucune mesure pour éviter les bugs, comme on dit? Jusqu'à présent, aucune mesure. Et donc, c'est tout leur fonctionnement, je dirais, au niveau de leur unité de production, de leur stockage, de leur gestion commerciale, de leur gestion comptable, qui peut être affecté. Au bug de l'an 2000 s'ajoute aussi la mise en œuvre de l'euro, 2 événements qui exigent beaucoup de spécialistes et la Belgique est en pénurie totale. Résultat, la tension sur le marché est énorme, il y a une certaine envolée des prix pour l'instant, les problèmes existent et les informaticiens sont très sollicités et donc c'est un risque. Un risque pour les petites et moyennes entreprises surtout qui, si elles s'y prennent trop tard, pourraient se retrouver le bec dans l'eau.
Aujourd'hui, au minimum, il nous manque 5000 informaticiens en Belgique. L'an 2000, c'est dans 419 jours. Pénurie d'informaticiens ou pas, il faut bien passer à l'action. Un par un, les différents secteurs d'activité mettent à jour leur système informatique afin d'assurer un passage de millénaire en douceur. Certains avancent plus vite que d'autres, on l'a entendu. C'est le cas d'Electrabel, fournisseur d'électricité pour la Belgique, en situation de monopole à l'époque. Il y a 2 ans, Electrabel a établi un plan de bataille contre le bog. Ça a mobilisé, c'est difficile à quantifier exactement, mais ça a mobilisé des centaines de personnes. Yves Marchand, responsable en 2000 chez Electrabel. À tout niveau, dans les équipes de maintenance, dans les équipes d'assistance technique, par exemple pour les dispatching, les essais grandeur nature qui ont dû être réalisés, mobilisé pas mal de personnes dans la société. Heureusement, nous nous sommes pris suffisamment à temps, ce qui a permis de répartir la charge de travail sur les 2 années. Et un coût Le coût, nous ne l'avons pas suivi dans l'absolu. Ce qui nous obsédait, c'est d'être prêts à temps et nous voulons être prêts déjà pour le 30 juin. Au-delà de ça, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir assurer la continuité de service et satisfaire l'attente de nos clients. Donc je dirais à nos clients, ne vous inquiétez pas, pour nous c'est business as usual, comme on dit en bon anglais. Nous avons pris toutes les mesures et pour cette date-là, comme les banquiers suisses, avec nos bretelles, nos ceintures et les mains en poche, nous allons encore avoir du personnel supplémentaire au cas où, malgré tout, il y aura un problème externe que nous ne pouvons pas maîtriser de façon à réagir le plus rapidement possible. Est-ce un excès de prudence ou par volonté de rassurer la population? Electrabel choisira de placer en îlotage la centrale nucléaire de Tihange 1 lors de la transition vers l'an 2000. La centrale de Tihange, qui fournit de l'électricité à un tiers du territoire belge, ne négligera rien dans son réseau nucléaire pour éviter le bug 2000. Ainsi, Tihange 1 sera mise en îlotage. C'est-à-dire qu'on va isoler la centrale de Tihange 1 du reste du réseau électrique de l'infrastructure. Philippe Massard, porte-parole d'Electrabel. Mais elle fonctionnera. C'est donc une unité qui va fonctionner en puissance réduite, déconnectée totalement du réseau, et l'électricité qu'elle produira, elle autoconsommera, si vous voulez, son électricité. Parmi les secteurs qui ont pris du retard, il y a les hôpitaux. En février 1999, le travail à engager dans les centres de soins pour se prémunir du bug est encore très important. Tout dispositif médical et système d'information hospitalier contenant des microprocesseurs ou logiciels présente le risque potentiel de s'arrêter purement et simplement ou de présenter des dysfonctionnements lors du changement de date entre le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2000. Certains hôpitaux travaillent depuis 3 ans sur ce problème et ne s'estiment toujours pas au bout de leur peine. Le problème est excessivement long, il est très complexe. Claude Piret, clinique universitaire Saint-Luc. Il engendre un tas de processus où on doit bien estimer les risques, parce que c'est très dangereux, effectivement. Et donc, nous découvrons également, mois après mois, de nouveaux problèmes. Je crois qu'il ne faut certainement pas s'alarmer, il ne faut pas fantasmer non plus. Guillaume Delbecq, centre hospitalier de Moucron. Je crois qu'il faut rester serein, organisé, et puis croiser les doigts. Donc on doit se prémunir de tout, on prendra les dispositions nécessaires en personnel et en technique pour que cela puisse fonctionner sans aucun problème. Cela dit, tous les hôpitaux n'affichent pas vraiment la même sérénité. Le symposium organisé aujourd'hui a certainement convaincu certains responsables d'accélérer la procédure. Disons qu'on a fait certaines choses, mais je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt? On n'est pas encore tout à fait prêt, non. Jean-Pierre Messine, hôpital des enfants Rennes-Fabiola. Parce que vous vous y êtes pris trop tard? Je crois qu'on s'y est pris... Non, je crois pas qu'on s'y est pris trop tard, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'on n'a pas nécessairement... Les médecins ne prennent pas conscience du problème. Donc, en fait, je crois que c'est surtout ça qui était important, c'est que en fait, motiver le corps médical et leur montrer qu'en fait, c'est très important et qu'il y a quand même un gros risque. Je crois que c'est pas toujours évident. Donc il n'est pas trop tard, mais il est temps de s'y mettre. Grand temps. Quant aux voitures, risquent-elles de tomber en panne le 1er janvier 2000 ? Et qu'en est-il des feux de signalisation ? Faut-il craindre que votre véhicule soit victime du bug ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Depuis pas mal d'années, en effet, l'électronique s'est installée à bord de nos véhicules. Ordinateur de bord, boîtier électronique, GPS, alors buggera ou buggera pas ?
À en croire le site internet de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, vous êtes de plus en plus nombreux à vous inquiéter du phénomène. Mais non, certifie l'OICA, aucun incident ne pourra mettre en cause la sécurité des conducteurs ou celle d'autrui à cause du bug. L'explication est courte, les constructeurs sont couverts par des garanties de la part de leurs fournisseurs électroniques. Mais il y a une autre explication. Un computer monté dans une voiture est totalement différent d'un home computer. Guy Denuy, responsable technique Volkswagen. Dans les équipements des voitures, en principe, quand vous coupez le contact, tout s'arrête. Quand vous remettez le contact, l'ordinateur se remet en route et part à zéro. Et nulle part, une date n'est programmée dans ces ordinateurs. Pour être complet, je dois dire que certaines voitures affichent une date, par exemple le 13 décembre 1999, mais à ce moment-là, cette date comporte toujours 4 chiffres, ce qui fait que le passage à l'an 2000 ne peut alors poser aucun problème. 1999, 2000, 2001 et ainsi de suite. Les constructeurs, et plus particulièrement Volkswagen, ont créé des commissions internes pour l'examen du passage à l'an 2000, où des spécialistes examinaient tout ce qui pourrait se produire, non seulement au niveau des produits, mais bien au niveau des sous-traitants ou également dans les softwares utilisés dans les maisons. Chaque élément électronique a été pris en compte, a été examiné et si nécessaire a été corrigé, mais ça ne concernait pas les voitures en elles-mêmes. Nous sommes, et c'est un scoop, dans les futures installations du centre de contrôle du trafic de la région bruxelloise. Ici, on gère également l'éclairage public, les équipements électromécaniques dans les tunnels, c'est-à-dire la ventilation, les téléphones de secours, l'éclairage, le contrôle de pollution et la signalisation. Vous savez, les petites croix rouges, jaunes et vertes au-dessus des tunnels. Il faut bien dire que c'est la signalisation tricolore en surface, le plus gros du boulot. Mais qu'est-ce qui se passerait en cas de bug ? Il ne faut pas s'attendre à ce que tous les feux deviennent verts en même temps. Là, je pense que la sécurité est suffisante. Il ne faut pas non plus croire que les feux vont s'amuser à jouer les guirlandes festives, mais au pire, l'un ou l'autre carrefour pourrait passer au clignotant, comme c'est le cas classique lors d'un dysfonctionnement grave. Au cours du printemps 1999, la psychose commence tout doucement à s'installer. Le pays sera-t-il prêt ? Risque-t-on de basculer dans le grand vide ? Des prophéties alarmistes se font entendre sur antenne. Faillite de PME, perturbations dans les services, il y aura des problèmes. Dans quelle proportion, personne ne peut le dire de manière objective. Le directeur de cette société de communication a pris conscience du problème depuis plusieurs années déjà et fait une analyse plutôt alarmiste. Au début de l'an 2000, nous commencerons avec un chaos. Un grand chaos pendant 3 mois. Un chaos plus ou moins supportable les 3 mois suivants. Et enfin, une année et demie pour pouvoir se remettre de tout ça. Ce qui veut dire que l'approvisionnement de beaucoup de marchandises sera perturbé. D'autre part, la gestion de la communication sera difficile et il faudra que tout le monde constitue des stocks. Les entreprises vont constituer des stocks de matières premières et il faut que le particulier constitue des stocks des produits dont il a besoin parce qu'il n'est pas sûr que vous aurez du dentifrice, ni du papier de toilette, ni des fruits, ni des légumes, ni de la viande. Il y aura de tout, mais pas très régulièrement. Et donc autant vous préparer à un tout autre mode de vie. Malgré tout le travail engagé, il reste une part d'inconnu. Un doute peut subsister. Le grand méchant bug frappera-t-il même si toutes les précautions ont été prises ? Des grandes entreprises publiques préfèrent ne prendre aucun risque, sans doute apeurées par le climat de méfiance qui s'installe petit à petit. Il n'y aura pas de train en Belgique la nuit de la Saint-Sylvestre. La SNCB ne veut prendre aucun risque. Elle vérifiera entièrement son système informatique durant la nuit du 31 décembre 1999. Pierre Istas. Le bug de l'an 2000 vient de faire sa première victime, inquiète devant les risques à prendre le 1er janvier 2000 à 0h, 0 minutes, 0 secondes. La SNCB a décidé de tout arrêter 2 heures avant le moment fatidique et de tout garder à l'arrêt jusqu'à 6 ou 8 heures du matin, le jour de l'an. Explication ? Nous avons pris des mesures pour vérifier la conformité en 2000 de nos équipements informatiques. François Beffailly, SNCB Trafic Voyageurs. Mais nous souhaitons réaliser des tests en situation réelle pour être tout à fait certains, c'est-à-dire donc dans la nuit du 31 au 1er. Vous craignez qu'il puisse y avoir des incidents de parcours autrement ? En principe, toutes les mesures sont prises pour qu'il n'y en ait pas, mais on n'est jamais sûr à 100% et nous voulions être sûrs à 100%.
Principale crainte de la compagnie, celle de voir ses voyageurs obligés de passer le réveillon dans un train bloqué en pleine campagne et sous la neige de préférence. C'est ça, c'est en fait le blocage du trafic qui constitue le risque ou éventuellement que les équipements d'annonce à la clientèle ne fonctionnent pas. Conclusion, malgré tous les avertissements et toutes les mesures de sécurité annoncées, le bug de l'an 2000 fait vraiment très peur. La SNCB d'abord, la Sabena ensuite. La compagnie aérienne belge décide de clouer tous ses avions au sol lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Tous, sauf un, qui effectuera un test en vol. Ce 31 décembre sera donc une date exceptionnelle aussi pour la Sabena et pour la plupart des compagnies européennes. Cette nuit-là, aucun avion ne devrait décoller chez nous. D'une part parce qu'il y avait trop peu de candidats au voyage un 31 décembre 99, mais aussi par crainte du fameux bog, une crainte pourtant minime, précise-t-on à la Sabena, où on profitera d'ailleurs de l'occasion pour réaliser un test. Nous avons décidé d'effectuer un vol test à 2 h du matin. Patrick Gendrin, Sabena. Qui va permettre à l'aéroport de tester les installations aéroportuaires et au contrôle aérien de tester les appareils de contrôle au-dessus de la Belgique. Combien de personnes dans cet avion ? Il y aura pour l'instant 3 personnes, donc 2 personnes aux commandes et une personne comme observatrice qui sera un chef pilote et qui vont effectuer toute une série de tests par rapport à la viabilité ou à l'effectivité des appareils de contrôle du trafic aérien. Un test qui servira à la Sabena à se prouver elle-même qu'elle peut faire voler ses appareils en l'an 2000. Le 31 décembre, donc pas ou pratiquement pas d'avions en vol. Cela signifie qu'ils seront au sol. Tout le problème reste maintenant de savoir où et comment les ranger. En Belgique, c'est Bruxelles qui rassemblera tous les appareils. 140 avions devront donc être garés en même temps sur le tarmac. Une première dans l'histoire de l'aviation. Quant au pouvoir public, il reste très discret à propos du bug. Installés en juin 1999, les nouveaux exécutifs en Flandre, en Wallonie et au fédéral ont, il est vrai, d'autres fers au feu. Le 7 décembre 1999, le Premier ministre Guy Verhofstadt s'exprime pour la première fois sur la question. Il se veut rassurant, tout devrait bien se passer, mais on va tout de même examiner ce qui se passe dans les pays qui célèbrent la nouvelle année avant nous, via une chambre de messagerie internationale. Il y a la chambre de messagerie internationale qui est en contact direct avec l'ONU. Guy Verhofstadt, Premier ministre en 1999. Et via le website et donc aussi avec le site de l'Union européenne et de toutes les ambassades, surtout en Extrême-Orient. Et cette chambre de messagerie internationale est très importante puisque cette chambre-là va recevoir toutes les données, toutes les informations des pays qui tombent plus vite que nous dans l'année 2000. Par exemple, la Nouvelle-Zélande c'est le premier pays qui déjà 11 heures avant la Belgique entre dans l'année 2000. Un monsieur bug de l'an 2000 a été désigné 2 ans auparavant. Roland van den Einde, c'est son nom, veille à la coordination et la préparation des actions anti-bug à mener dans les entreprises. À quelques semaines du réveillon, il publie une brochure destinée cette fois à la population. Ce dépliant, on pourra le trouver dans tous les bureaux de poste et les maisons communales à partir de lundi prochain. Ça se veut très très clair, très concret. Que faire avec son micro-ondes, les fax, les percolateurs, le chauffage, etc. Alors, la règle générale, c'est quoi ? La règle générale, c'est de ne rien laisser sans surveillance. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens vont fêter, ils seront peut-être absents de domicile. Roland van den Einde. Et il est évident qu'il serait vigilant de ne pas laisser sous tension différents appareils qui comportent une date quelconque ou une heure, une horlogerie, sans qu'ils soient sous surveillance cette nuit. Et donc ça veut dire qu'il faut rester chez soi ? Non, pas du tout. Mais il faut donc les éteindre pour cette nuit-là. Donc, si vous avez un PC, ce serait, d'après moi, mieux de l'éteindre et de le réallumer le lendemain matin. On y apprend que la nuit du 31 décembre au 1er janvier, par exemple, il est déconseillé d'utiliser les ascenseurs
peu avant ou peu après minuit, d'éviter aussi au maximum de téléphoner pour présenter vos vœux pendant la période de pointe, juste après minuit, de façon à ce que les lignes téléphoniques restent libres pour les cas d'urgence. Au niveau du gouvernement, un centre de crise sera mis en place au ministère de l'Intérieur et dès le 27 décembre, une centrale d'appel sera accessible pour toute la population et cela jusqu'au 1er janvier à 17h. Dès son ouverture, cette centrale reçoit de nombreux appels, parfois pertinents, parfois saugrenus. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le passage à l'an 2000 sans jamais oser le demander. Vous pouvez le faire sans honte aucune depuis ce matin en appelant le 0800 2 3000. Est-ce qu'on peut utiliser le téléphone juste au moment du passage à l'an 2000 aussi également? Cette question et beaucoup d'autres aboutissent ici dans ce call center d'Anderlecht. Une vingtaine de téléphonistes assurent la permanence pour le service fédéral d'information. Ils ont pris leur poste à 9h ce matin jusqu'à 17h ce soir et ont déjà reçu quelques 200 appels de citoyens. Si le chauffage tombe en panne ce jour-là, n'essayez pas de la réparer de votre propre initiative. Donc, les questions portent surtout sur l'utilisation d'appareils domestiques. À chaque fois, le téléphoniste trouve en principe la bonne réponse grâce à un mot-clé qu'il recherche dans sa banque de données. Ils tapent par exemple vidéo ou alarme et ils vont avoir une série de questions avec les réponses qui vont apparaître. Bien sûr, là, ils doivent encore choisir dans cette base de données pour avoir d'abord la question et puis la réponse adéquate. Quelle est la question la plus saugrenue qu'on vous ait posée aujourd'hui? Donc, si les puces électroniques appartenant à l'identification des chiens pouvaient exploser. Donc non, je précise, normalement non, mais vérifiez auprès de votre vétérinaire, mais non. La ligne est ouverte jusqu'au 14 janvier de 9h à 17h avec en plus une permanence durant toute la nuit du passage à l'an 2000. Nous sommes enfin le 31 décembre 1999. Du côté de la RTBF, on a tout prévu. La radio et la télévision pourront assurer leur mission de service public pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, même si le bug vient à perturber la fête. Pour ce réveillon exceptionnel, la RTBF aussi s'est mobilisée. Dans moins d'une heure commencera la soirée spéciale, une soirée qui sera diffusée à la fois sur la première, Bruxelles-Capitale et Fréquence Wallonie. La fête, mais aussi l'information toute la nuit. La RTBF remplit ainsi sa mission de service public pour le cas où il y aurait des problèmes de bug, comme l'explique Alain Carlier, Claude Delacroix, le directeur de la radio. Le ministère de l'Intérieur a mis en place une cellule de crise et a demandé à la RTBF Service Public de bien vouloir être le relais si jamais il se passait quelque chose. Et dès lors, avec les services techniques, avec les rédactions et avec le service des émetteurs, nous avons pensé à tout. Ça va d'une génératrice, d'un studio qu'on a mis à l'extérieur, des émetteurs que nous avons sécurisés. Bref, je pense que tout est en ordre pour passer sans difficulté le cap de 1999 à 2000. Toute la nuit, donc, des journaux à l'heure, et s'il devait y avoir des problèmes d'alimentation électrique, eh bien des groupes électrogènes de secours sont en place à la RTBF, tant pour les studios que pour les émetteurs. De votre côté, chez vous, pour être informé, même en cas de panne d'électricité, deux solutions. Soit vous branchez votre transistor à pile, soit vous écoutez via votre autoradio. De cette façon, et en toutes circonstances, où que vous habitiez en communauté française, vous pourrez capter la première, ou Bruxelles-Capitale, ou Fréquence Wallonie. Voilà donc que de rythme endiablé. Merci Danny Gainsbourg. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se serrer la main en studio. C'est vrai que cette maison est grande. Hein. C'est vrai, elle est grande et puis de temps en temps un peu trop impersonnelle. C'est vrai, alors pour une fois, profitons-en puisque c'est le 31 décembre aujourd'hui. Je voudrais saluer tous les auditeurs, remercier également toute l'équipe de la rédaction qui va rester avec nous jusque tard dans la nuit. D'ailleurs, les lampes ne vont pas s'éteindre. Voilà, ce sera une première. D'heure en heure, vous aurez des informations tout au long de la nuit. Toute la nuit avec des journaux dans le courant de la nuit. Il y aura un journal un peu plus long d'ailleurs vers 4h du matin encore pour refaire un petit peu le point. Jusqu'ici, vous l'avez dit dans le journal, ça s'est bien passé un peu partout dans le monde. Donc, RAS et on croise les doigts. On croise les doigts pour que ça continue comme ça. Merci Dany, bon réveillon à vous. Avec plaisir. Bonne année. Aussi. Bonne émission. Merci à vous toutes et tous de nous rejoindre, en tout cas sur les antennes de la première, mais aussi les antennes de Fréquence Wallonie et de Bruxelles-Capitale, puisqu'avec toute une équipe, je vais avoir l'occasion de vous tenir compagnie jusqu'à 4h du matin cette nuit. Enfin, au moins jusqu'à 4h du matin. Pour le reste, on verra bien comment on tient. Alors, le programme de la soirée, à partir de 21h, je serai rejoint par mes petits camarades, c'est-à-dire Véronique Tiberghien, Laurent Finet, il y aura aussi Jean-Charles Beaubois, il y aura Jean-Pierre Pierson, Sylvie Honoré, il y aura aussi Manu Champagne qui sera à Liège, lui, qui vont nous entretenir des festivités. Et cela s'arrête ici.
J'aurais aimé vous faire partager le passage à l'an 2000, célébré sur antenne, entendre le décompte, constater que tout allait bien, mais non. Il faut croire que le bug a frappé la radio cette nuit-là à la RTBF car il n'existe aucun enregistrement des journaux parlés ni de l'émission spéciale de la nuit. Pas de trace de la transition vers le 3e millénaire. Il nous reste heureusement la télévision et plus particulièrement le journal télévisé diffusé à 1h45 du matin avec Anne Goderniou à la présentation. Les premières nouvelles sont plus que rassurantes. 1er janvier 2000, la fête bat son plein un peu partout aux 4 coins du monde, y compris chez nous, sans crier victoire trop vite. Apparemment, le passage à l'an 2000 s'est déroulé comme prévu. En d'autres termes, pas de bug à l'horizon. Bonne et heureuse année. Madame, monsieur, bonjour. Le passage à l'an 2000 s'est, semble-t-il, passé sans incident. Tout avait été prévu au centre de crise du gouvernement, installé au 16 rue de la Loi. On pousse donc un ouf de soulagement à l'heure qu'il est. Satisfaction évidente du Premier ministre Guy Verhofstadt. Belgacom ne signale aucune conséquence négative du passage à l'an 2000, sauf quelques problèmes de saturation du réseau liés au réveillon. District Graz a minuit 10, District Gaz n'a constaté aucune conséquence négative du passage à l'an 2000 et toutes les installations fonctionnent bien et l'approvisionnement en gaz se déroule actuellement de manière parfaitement normale. Dans de protection civile, toutes les unités et les centres de crise avec lesquels le centre de crise est en contact ne signalent aucun problème majeur. Aucun problème à signaler par les forces armées belges. Même s'il est encore un peu trop tôt pour crier victoire, il apparaît donc que le passage informatique à l'an 2000 se déroule sans aucun problème. Ce changement était pourtant redouté dans de nombreuses entreprises, notamment dans les banques. Certains ont même dû passer leur réveillon au sein de leur agence bancaire. Anne Delvaux était avec eux aux 12 coups de minuit. Aux allures de forteresse, voici le QG des responsables du passage de l'an 2000 de la BBL. Depuis 8 h du matin, ce vendredi, près d'une centaine de personnes se sont succédées ici, au dit Salon Bleu, pour vérifier le bon fonctionnement des opérations. Malgré les quelques traces de festivités, par-ci et par-là, on peut dire que le travail effectué ce vendredi a eu toute son importance. Toutes les données de la banque, nous les avons copiées sur des bandes magnétiques, sur des disques optiques, de manière à ce que nous puissions les reconstituer si jamais nous avions un problème. Et ça s'est effectué tout au long de la journée pour arriver à ce que vers 19 h, la totalité de ces backups soit réalisée et que nous puissions aussi fermer les applications dites clientèle, c'est-à-dire les cell bank, le home bank, le phone bank, que nous avons clôturé à 19 h. Nous sommes dans les temps, tout est réalisé, nous n'avons pas de problème. Je suppose que c'est la même chose chez vous. Hein. Donc je crois que ça sera un non-événement, ce que nous souhaitons tous d'ailleurs. Il n'y a eu aucune perturbation, aucun petit problème au niveau home bank, etc. Non, jusqu'à présent, on est dans les temps. Il n'y a eu que des petits incidents, mais mineurs, qui ont été immédiatement réparés et qui sont d'ailleurs des problèmes que nous rencontrons tous les jours, parce que dans des infrastructures aussi importantes que les nôtres, il y a tous les jours des incidents. Et il n'y a pas eu plus d'incidents, même moins que d'habitude, puisqu'on a été très attentif aux moindres perturbations et qu'on a apporté directement les solutions chaque fois qu'il se présentait quelque chose. Plus que 10 secondes! 9, 8, 7, 6, 5. Minuit, heure fatidique. Aucun bug à l'horizon, mais il faut dire que tout fonctionne au ralenti. La capitale wallonne s'apprête donc à son tour à franchir le pas important vers l'an 2000. Dans les rues, on ne parle même plus de bugs. C'est vrai que les pays qui, fuseau horaire oblige, ont déjà franchi ce cap important. L'ont franchi sans le moindre problème. Énormément d'ambiance ici à Namur et au pied de la vieille citadelle de laquelle va être tiré le feu d'artifice qui marque ce passage à l'an 2000. C'est extraordinaire, je vois qu'il n'y a rien qui se passe, je sais pas, mais c'est fou quoi quand même. Vous aviez peur? Non. Ah alors là, mon cœur tremblait. Mais c'est plutôt d'émotion avec mon ami ici, voilà, vous voyez. Je stressais comme une folle. Vous aviez peur de quoi? Du bug. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Je sais pas, tout qui explose, je savais pas, mais il s'est rien passé, c'est bien, c'est chouette. Vous êtes soulagé? Ouais. Je vous souhaite un bon réveillon. Merci, vous aussi. Pas de bug, pas de panne, pas de catastrophe, pas de victimes non plus. Tout cela grâce à un gigantesque mouvement d'anticipation réalisé dans le monde entier, en un laps de temps finalement assez court. Quant à la peur du bug, elle n'a pas provoqué de grandes vagues de panique, mais essayons d'imaginer un tel phénomène aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux.
Vous écoutiez Le fantôme de la radio, le bug de l'an 2000, une émission écrite et réalisée par Eric Lose sur une idée d'Akima Darmouche. Les séquences entendues dans cette émission sont extraites des émissions suivantes. Le journal parlé, le journal télévisé, le forum de midi, Autant savoir et Autovision. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.